Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour cette web TV consacrée à la charte ETCHE. Nous allons essayer de vous donner tous les renseignements possibles sur cette charte. Je précise tout de suite, charte ETCHE, Erasmus Chart for Higher Education, donc la charte pour l'enseignement supérieur. Pour m'aider aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Vanessa Duval. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis consultante indépendante en gestion de projets européens et j'ai le plaisir de travailler avec le 3CA BTP et en particulier l'équipe du PIC, le pôle d'internationalisation des compétences sur les enjeux de mobilité pour l'enseignement supérieur. Merci Vanessa. Et pour ma part, je suis Pierre Touillon. Je travaille au PIC, donc Pôle Internationalisation des Compétences. On utilisera cet acronyme plusieurs fois au cours de cette émission. Pour commencer, juste quelques petites indications sur ce webinaire. Vous aurez l'occasion de poser vos questions dans le fil du webinaire via vos petits claviers. Quelqu'un nous enverra vos questions sur le plateau. Donc n'hésitez pas si certains points ont besoin d'un petit peu plus d'explications. Dans tous les cas de figure, vous aurez à la fin de ce webinaire, il vous sera envoyé pour toutes les personnes inscrites l'intégralité du PowerPoint et même plus, vous aurez un PowerPoint enrichi, notamment avec les liens qui vous permettront d'aller consulter la documentation. Très rapidement, on va vous parler des enjeux de cette charte, des étapes clés qui seront à respecter, des procédures, des processus, et puis vous aurez à la fin tout un tas de ressources. Et je vous propose donc de commencer tout de suite par une première slide que Vanessa va nous commenter. Et oui, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Et pour justement peut-être répondre aux premières interrogations que vous pourriez avoir concernant l'obtention de cette charte ETCHE qui est finalement le sésame pour pouvoir prétendre ensuite à des financements auprès donc, du programme Erasmus+, pour les publics relevant de l'enseignement supérieur, vous avez jusqu'à fin janvier 2026 pour déposer votre candidature en ligne. Par la suite, vous recevrez en juillet la réponse donc, de la Commission européenne de savoir si vous êtes accrédité ETCHE et vous devrez patienter encore quelques mois puisque vous devrez attendre février 2027 pour pouvoir déposer vos premières demandes de financement. Vous aurez l'obtention les financements sont obtenus à partir de juin et là vous avez 26 mois pour utiliser la subvention Erasmus reçue, ce qui vous permet donc de prévoir des mobilités jusqu'à juillet 2029 au plus tard. Très bien, merci Vanessa. Alors voilà donc déjà quelque chose qui nous pose un petit peu des repères dans le temps. Pour celles et ceux d'entre vous qui pensaient démarrer les mobilités dès septembre 2025, vous comprenez bien qu'on est dans un temps un petit peu plus long, parce que la charte ETCHE, c'est quelque chose d'engageant et qui demande pas mal de préparation. Alors justement, quels sont les objectifs ? On a intitulé cette diapo « Les objectifs de la charte ETCHE », mais c'est plutôt les objectifs de cette candidature à la charte ETCHE. Elle va vous permettre dans un premier temps essentiellement de formaliser votre stratégie d'internationalisation, celle de votre établissement, en tout cas dans un premier temps. Donc ça sera un premier point de réflexion parce qu'il faudra des éléments. Qu'est-ce que vous ambitionnez en termes de projet d'internationalisation dans votre établissement ? Il faudra aussi, dans cette charte, à travers les réponses que vous allez faire, démontrer quelle est la capacité, votre capacité à respecter les principes liés à la charte. Vous comprendrez bien que c'est l'objet même d'une charte, d'avoir des principes de qualité. Et puis également, vous avez un engagement à informer et tout un ensemble d'éléments à communiquer. Je dis tout de suite, et on le dit toujours avec Vanessa, c'est un travail d'écriture dans un deuxième temps, parce que vous aurez déjà un travail structurant à mener, un travail de réflexion qui va pouvoir couvrir les 3 points qui sont actuellement à l'écran. Et donc on considère que c'est aussi pour vous une demande structurante. Cette candidature va vous permettre de bien fixer le cadre de vos objectifs en termes de mobilité.
mobilité, mais pas que, Pierre. Comme on l'évoquait, cette charte ECHE et le Sésame pour prétendre donc au financement Erasmus+ pour l'enseignement supérieur, ça ne couvre pas uniquement que les actions de mobilité, ce qu'on appelle dans le jargon les actions qui relèvent du domaine action clé 1, Key Action 1. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir parfois l'acronyme KA1, KA2. Donc vous allez pouvoir, sous couvert donc, de votre charte ECHE, déposer des demandes de financement, mais pour les projets de mobilité, mais aussi pour les projets de coopération. C'est des éléments sur lesquels on aura l'occasion de revenir plus en détail dans le cadre de l'accompagnement qu'on vous propose pour obtenir cette charge. Et ça vous permet d'avoir vraiment accès à un panel d'activités finançables. Voilà, j'insiste juste sur ce point précis. Pourquoi la charte ECHE? On aurait peut-être même pu démarrer l'émission sur ce point-là. Sans charte ECHE, dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas de financement possible et pas de mobilité possible. La mobilité, c'est la partie gauche de la diapo que vous avez devant vous, mais cette charte ECHE peut vous ouvrir les portes des actions clés 2 et autres dont nous pourrons reparler plus tard. Donc voilà, l'intérêt pour vous d'obtenir cette charte, c'est de pouvoir bénéficier de ces financements. Alors, les principes très forts qui sous-tendent cette charte, vous les voyez s'inscrire ici. Vous avez une petite pastille à droite qui vous indique qu'il y en a 35, les principes fondamentaux de la charte ECHE. Je vous rassure, on ne va pas vous assommer avec ces principes, mais on vous a mis peut-être les plus saillants, les plus importants, qui sont incontournables pour l'obtention de cette charte. Les deux premiers se rejoignent un peu, c'est la non-discrimination, transparence, inclusion. La mobilité et les autres programmes Erasmus sont ouverts à tous et c'est une première chose à respecter. Et la deuxième chose qui la complète, c'est qu'il faut donner les opportunités à tous et d'une façon équitable, à savoir notamment par exemple pour les publics plus en difficulté, mettre en œuvre et voir comment vous pouvez le faire pour que ces personnes puissent également bénéficier de la mobilité. Un troisième point, c'est que tous ces projets de mobilité, je vais parler essentiellement de mobilité aujourd'hui, doivent donner lieu à une reconnaissance formelle des compétences et mobilités, qu'elles soient à visée de stage, on y reviendra, ou à visée de formation, elles doivent déboucher sur l'acquisition de compétences et qu'il faudra envisager et prévoir cette reconnaissance. Un autre principe, c'est celui de la gratuité pédagogique avec les accords institutionnels, interuniversités et autres. Il n'y a pas de frais d'inscription pour les étudiants qui vont bénéficier de cette mobilité. Pas plus que si vous-même vous accueillez des étudiants, vous ne pouvez leur facturer des frais de scolarité. Et puis, est-il besoin de le noter, la qualité, l'aspect qualitatif des projets est bien entendu pris en compte dans cette charte ECHE. Pour compléter des propos, Pierre, en somme, c'est beaucoup de pragmatisme autour de ces engagements qualité. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont déjà sur des projets de mobilité qui relèvent des niveaux bac, infra-bac, on est très similaire à ce qu'on peut connaître des standards qualité classiques du programme Erasmus. On reste dans la même dynamique. Voilà, et toujours pour donner un cadre à cette charte, il y a dans le programme 2021-2027, puisque les programmes Erasmus ce sont des programmes européens d'une durée de 7 ans, 4 priorités transversales qui sont à développer dans l'intégralité des projets qui seront menés. Le premier, je n'y reviens pas, c'est l'inclusion et la diversité dont j'ai parlé tout à l'heure. Le deuxième, c'est la transformation numérique, transition numérique. Vaste sujet dont de nombreux établissements et entreprises se sont emparés. L'agence Erasmus+ y accorde beaucoup d'importance puisqu'elle envisage même de faire un Erasmus without paper, donc de supprimer complètement les documents papier. Troisième point important, la transition écologique qui passe par tout un ensemble de mesures dans vos projets, que ce soit de privilégier des transports verts par exemple, d'aller découvrir des pratiques vertueuses dans les pratiques professionnelles, voilà, et on a tous ces aspects-là.
Et puis, est-il besoin de le rappeler, la citoyenneté européenne qui est visée dans tout le programme Erasmus+. Alors quand on entend citoyenneté européenne, c'est avant tout la finalité, la philosophie des programmes Erasmus+, c'est de faire découvrir le monde, d'ouvrir les esprits, de faire se rencontrer les gens, de faire découvrir les différences au-delà des aspects purement formatifs et professionnels. Il y a toute cette partie développement de la personne et ouverture à la citoyenneté qui est visée. Donc ces quatre grands principes devront bien entendu irriguer l'ensemble de votre candidature. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de l'accompagnement qu'on vous propose et sur lequel on aura l'occasion d'y revenir plus en détail, on vous aide aussi à vous emparer, à vous approprier ces priorités et à mettre en lumière parfois des pratiques, des activités que vous faites assez naturellement au sein de vos structures et que vous pensez peut-être même pas forcément à valoriser dans le cadre de ces engagements qui sont très forts. Voilà. Alors, justement, Vanessa est déjà presque partie dans les conseils pratiques, hein, la diapo, les deux diapos qui vont suivre. Justement, Vanessa, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos auditeurs? Et puis, on va regarder s'il y a quelques questions qui commencent à arriver, mais je te laisse déjà commenter ces deux diapos. Ça va. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, si vous souhaitez vous lancer, j'allais dire, vous aventurer dans l'obtention de cette charte Etche, puisque ça reste une belle aventure, notamment humaine, parce que justement, un point de départ essentiel, ça va être de se lancer à plusieurs dans cette réflexion, dans cette rédaction de candidature. Vous n'avez pas intérêt à travailler cette candidature seule dans votre coin. Vous devez impérativement vous entourer de différentes parties prenantes au sein de votre établissement. L'idée, c'est de voir en fait dans l'obtention de cette charte Etche, donc dans la rédaction de cette candidature, l'occasion de fédérer des personnels d'un établissement autour d'un projet commun, de susciter aussi l'adhésion. Ça va être beaucoup plus simple pour vous par la suite de mettre en œuvre vos projets de mobilité si dès le début les différentes parties prenantes, j'insiste là-dessus, sont impliquées, ont été consultées. Donc ne négligez pas ce temps préalable nécessaire avant de vous lancer dans l'écriture de votre candidature pour travailler autour d'objectifs communs qui là n'ont pas à sortir du chapeau. Pas de questions à ce stade-là. Vous ne partez pas d'une page blanche. Vous devez absolument partir des besoins que vous avez pu identifier au sein de votre structure, auprès de vos apprentis, auprès de vos personnels. Et à partir de ces besoins, définir quelques objectifs qui vont pouvoir être atteints en mettant en œuvre différentes activités de mobilité ou autres financées par Erasmus. Et vous doutez bien, hein, comme toute gestion de projet digne de ce nom, il y a une dimension d'évaluation de l'atteinte des objectifs qui est aussi à anticiper dès le stade de votre candidature. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est la notion de proportionnalité aussi. Vous devez dimensionner votre projet de manière cohérente par rapport à la structuration de votre établissement et aussi être transparent dans vos engagements. Vous aurez des niveaux de maturité sur certains sujets qui seront différents en fonction de votre passif sur la mobilité et c'est OK. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Voilà. Alors, on peut peut-être, Vanessa, sur cette première diapo sur les conseils pratiques, revenir un petit peu sur l'analyse des besoins et le contexte. J'imagine que dans les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, on a différents profils, à savoir des gens qui sont peut-être venus par curiosité très saine sans doute, découvrir cette charte Etche, puis d'autres qui ont peut-être déjà un degré de réflexion plus avancé, qui ont déjà envisagé la mobilité et qui, entre guillemets, n'attendent que la charte Etche pour pouvoir le faire. Pour le premier cas de figure, des personnes qui n'ont pour le moment qu'une curiosité, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil en termes de réflexion pour commencer à éventuellement envisager des projets de mobilité européenne? C'est de se dire quelle est l'ambition de s'interroger sur l'ambition de leur établissement qui peut être très modeste au demeurant hein, sur les premières années. Hein. Il n'y a pas besoin de s'engager sur des volumétries importants pour prétendre à la charte Etche. Hein. C'est pas du tout l'enjeu. Donc c'est de se dire
auprès de quel public et de quelle façon j'envisage mes projets de mobilité. Est-ce que c'est plutôt pour répondre à des besoins de montée en compétences de mes apprentis? Est-ce que c'est plutôt par contre pour permettre à mes personnels, à mes équipes pédagogiques d'avoir l'occasion aussi de développer des compétences et des approches pédagogiques différentes. Donc, et puis, vous pouvez très bien ambitionner d'avoir la charte Etche uniquement pour couvrir un objectif particulier. Et à partir de ça, très naturellement, vous allez dérouler les étapes de mise en œuvre et du coup les moyens à réunir pour pouvoir mettre en place des projets de qualité. Et là aussi, on est là pour vous accompagner sur cette réflexion au long cours. Voilà. Alors, on a une question qu'on va prendre dans quelques instants. N'hésitez pas, je le rappelle, vous-même à poser vos questions à travers vos claviers. Je reviens juste sur un point que tu as annoncé, Vanessa. Voilà, soyez ambitieux dans cette charte Etche, mais il n'est pas ni demandé ni nécessaire de produire des projets qui vont au-delà de ce que vous souhaitez. Ce qui va être pris en compte, c'est la capacité que vous allez démontrer, la capacité à réaliser ce que vous demandez. On ne demande pas des choses extraordinaires, des simples mobilités de vos étudiants, avec toute la bienveillance du mot, sont tout à fait recevables. On ne vous demande pas de monter des projets extraordinaires. Une question qui nous est posée par Fabrice et qui demande si l'accompagnement du 3C BTP est uniquement réservé aux organismes de formation du BTP. Alors, je vais me permettre de répondre à cette question. Bien entendu, nous sommes l'organisme de branche, des deux branches, du bâtiment et des travaux publics. Donc notre action s'adresse prioritairement aux établissements du BTP. Mais il y en a certainement parmi vous qui ont des publics mixtes avec des filières BTP et d'autres. Et je vous rassure, l'accompagnement à l'écriture de la charte Etche est également pour vous, soyez rassurés sur ce point-là. Alors on est bien d'accord, si vous n'avez pas de filière BTP, en revanche, on est ravis de vous avoir dans cette émission, mais malheureusement, nous ne pourrons pas aller plus loin avec vous. On continue dans nos conseils pratiques, je crois, Vanessa. Alors, sur la procédure de candidature en elle-même, puisque c'est là où on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Alors, je vous rassure, on ne va pas dérouler devant vous l'intégralité du formulaire, surtout en début d'après-midi, comme ça, ça serait sans doute un petit peu assommant pour tout le monde. Simplement, vous indiquez ce à quoi vous attendre lorsque vous allez aller sur le site, puisque ce formulaire se remplit de façon numérique, intégralement. Vous avez deux grandes parties, partie A, partie B, jusque-là rien de bien compliqué. La partie A sera administrative, pure, rien de très créatif, mais bon voilà, vous comprendrez bien qu'il faut donner votre raison sociale, établir l'ensemble de ce que vous faites comme activité, donc tout ça est un incontournable. Votre travail, je ne dis pas que la première partie ne nécessite pas de travail, mais votre travail va être plutôt sur la description technique du projet. Et c'est là, bien entendu, où le travail d'accompagnement peut vous être utile si vous le souhaitez, parce que vous allez à ce moment-là décrire de façon assez précise les ambitions de votre projet, les moyens que vous comptez mettre à disposition, moyens humains, moyens techniques, etc. Sur la droite de la diapositive, vous avez la table des matières, le sommaire. Ne vous en affolez pas. Sachez que la version que vous allez découvrir lorsque vous serez face à votre écran est déjà une version commenté par l'agence Erasmus+, donc on n'est pas sur un formulaire sec et je dirais très administratif, il y a quand même des indications qui vous sont données. Le plus, et c'est la raison pour laquelle nous réalisons cette émission aujourd'hui, c'est que dans le cadre de l'accompagnement, et je vais laisser Vanessa peut-être développer un petit peu cette partie-là, vous avez une trame, la même, de base en tout cas, qui va vous être fournie avec des commentaires
réalisé. Vanessa, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ces commentaires? Oui, c'est ça l'idée, c'est de vous donner des clés de lecture supplémentaires et aussi de commencer à colorer votre candidature avec des éléments spécifiques qui relèvent donc des filières, enfin des formations du BTP. Ne prenez pas peur si vous apercevez donc le sommaire. Il est effectivement en anglais, pas de souci. Il est vrai que le formulaire de candidature, donc qui correspond à tout l'argumentaire que vous allez développé est imposé en anglais puisque c'est le même formulaire pour l'ensemble des pays programmes Erasmus, mais bien évidemment vous pouvez rédiger votre candidature en français, donc pas d'inquiétude. Et justement dans la version qu'on vous propose, il y a une traduction des questions et on va un peu plus loin sur les conseils de rédaction par rapport à ce que peut donner l'agence Erasmus dans sa version commentée. Voilà, merci pour cette petite information. Je vois Maureen qui nous a posé une question. Elle concerne le volume horaire de travail nécessaire pour écrire cette charte ECHE. Je vais laisser Vanessa répondre à cette question puisqu'elle accompagne depuis des années de nombreuses équipes. Je crois que la réponse est variable, mais je vais vous faire une réponse qui n'en sera pas une, non. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est une question assez naturelle, mais la réponse, elle dépend vraiment, comme tu l'évoques, Pierre, de plusieurs variables. Je serais bien malaisée de vous donner un volume horaire précis. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça prend du temps en termes de rédaction, mais encore une fois, je me permets d'insister là-dessus, en termes de réflexion. Quand vous allez, si ce n'est pas encore le cas, découvrir les questions qui vous sont posées à travers le formulaire de candidature, vous allez avoir des éléments de réponse prêts et d'autres pour lesquels ça va nécessiter un processus de décision, de définir peut-être plusieurs options. Donc ça se fait que au terme d'un travail encore une fois de concertation. Donc après, la rédaction pure, ça dépend de votre habitude à rédiger, ça dépend aussi dans quelles conditions vous rédigez. C'est tout l'enjeu aussi de notre accompagnement, c'est de vous donner des conseils. Là, on vous donne un aperçu de comment vous pouvez mettre aussi en place des conditions minimum pour justement optimiser le temps que vous aurez à mobiliser pour rédiger votre candidature de manière qualitative. Donc c'est très variable, mais en tout cas, il faut s'y mettre sans plus tarder. Voilà, moi je résumerai ça en disant ça demande quand même un peu de travail. On ne veut surtout pas vous affoler à travers cette réponse, mais simplement vous faire prendre conscience que voilà, le formulaire, on pense formulaire, case à cocher et hop, j'envoie par la poste. Je schématise un petit peu. La charte ECHE, ça n'est pas ça. C'est vraiment un projet d'établissement, donc un complément à votre projet d'établissement dans lequel vous allez développer tout un ensemble d'actions et de projets liés à la mobilité européenne. Et la qualité, bien entendu, de la rédaction, mais surtout le contenu, vont être des choses très importantes. Et tout ça sera pris en compte dans le processus d'évaluation dont Vanessa va nous parler maintenant. Merci pour cette transition parfaite, Pierre. Le processus d'évaluation de votre candidature Erasmus. Vanessa, je vais t'interrompre parce qu'on a une question tout à fait intéressante et qui va dans le droit fil de ce que l'on vient de dire. Quelles sont les personnes que l'on doit mobiliser dans l'établissement pour l'écriture de la charte, de la candidature? Moi, je vais peut-être repréciser la question. Quelles sont les personnes à mobiliser pour apporter les éléments et puis une personne pour écrire, parce que tout le monde ne va pas écrire en même temps, ça va être compliqué sinon. Oui. Je déconseille fortement d'écrire à plusieurs mains, ça peut être très confondant, ne serait-ce que pour la bonne compréhension de l'évaluateur ou de l'évaluatrice. Donc une personne à la manœuvre pour rédiger, mais bien évidemment un travail préalable qui se fait en équipe. Là, côté personnes à mobiliser, le minimum syndical, si je peux me permettre, c'est de mobiliser quand même une personne qui relève donc de l'équipe pédagogique, donc
un adjoint pédagogique, ça peut même être directement un formateur. Voilà. Ça peut également d'impliquer la personne en charge chez vous de tout ce qui est processus, qualité, évaluation. Vous êtes Calliope, donc vous avez une personne désignée qui peut aussi vous être qui peut apporter son expertise sur ces enjeux d'évaluation. La personne en charge de l'aspect communication au sein de votre structure, c'est essentiel qu'elle soit aussi impliquée dès ce travail d'écriture, et aussi l'équipe de direction, puisque les objectifs doivent être quand même de manière cohérente, pensés en lien avec le projet d'établissement, le projet de votre association. Donc c'est important que l'équipe de direction soit également impliquée dans cette phase de réflexion. Voilà, ça c'est un élément qui me semble important, notamment pour les personnes qui sont ici et qui découvrent la charte Etche et qui souhaiteraient faire cette candidature. Vous comprenez bien que ça n'est pas l'affaire d'un seul homme ou d'une seule femme, mais c'est bien une équipe qui va se mobiliser et apporter l'ensemble des éléments, qu'ils soient pédagogiques, qu'ils soient liés à la qualité des projets, le financement, tous ces points qui seront pris en compte dans l'évaluation. Et on en revient justement à ce fameux processus ou la procédure d'évaluation qui va se faire en 2 étapes. Exactement. Il y a une première étape qui est en fait opérée au niveau donc de l'échelle, au niveau de la France. C'est bel et bien l'agence Erasmus qui définit si votre structure est éligible à l'obtention de la charte Etche. Vous avez des articles de loi qui sont précisés sur les profils d'établissements éligibles dans le bulletin officiel qui paraît chaque année en début d'année. Dans le lien que vous recevrez, dans le support que vous recevrez, vous avez le lien actif vers le bulletin officiel en cours. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où vous êtes donc un CFA et que vous délivrez un diplôme minimum de niveau 5, donc par exemple un BTS, vous êtes éligible à l'obtention de la charte Etche. Si vous êtes un CFA hors les murs, c'est également possible à partir du moment où vous êtes en délégation de formation avec des structures qui délivrent des diplômes qui relèvent de l'enseignement supérieur. Donc ça, premier niveau d'évaluation. Alors juste sur ce point-là, on vient de parler de niveau 5. Je pense que c'est clair pour tout le monde, mais parfois il est utile de le préciser. Vous connaissez le CERL qui nous donne les différents niveaux de formation. Niveau 3 et 4, on est dans enseignement et formation professionnelle. C'est une autre partie du programme. Là, on est bien pour les formations dans le supérieur à partir du niveau 5, BTS y compris, parce que parfois on ne sait pas trop dans quel secteur le placer. Donc si vous êtes avec des BTS, vous êtes tout à fait éligible à la charte Etche et vous en avez impérativement besoin pour vos mobilités. Pardon pour cette précision, Vanessa. Mais non, mais ça a son importance. Merci Pierre. Deuxième niveau d'évaluation, étape 2. Là, ça se joue au niveau de la Commission européenne. Votre partie B, c'est toute la partie d'argumentaire de vos ambitions par rapport à la charte Etche est évaluée par donc des évaluateurs qui sont mobilisés au sein de la Commission européenne, d'où la nécessité aussi d'être dans un processus explicatif, de bien avoir aussi parfois quelques réflexes d'expliquer les acronymes utilisés, parce que voilà, ça se joue en fait au niveau de Bruxelles. Ce qui est évalué concrètement, c'est de manière assez pragmatique, la pertinence et la cohérence entre les ambitions, vos objectifs et les moyens que vous engagez à mobiliser pour mettre en place et atteindre vos objectifs, la qualité, les procédures, les modalités de gestion que vous envisagez pour mettre en place vos activités qui seront financées par le programme Erasmus+, et votre capacité à vous engager dans la mise en œuvre de ces fameuses priorités horizontales qu'a évoqué Pierre il y a quelques minutes, soit parce que dès maintenant vous êtes engagé dans certaines actions, soit parce que vous prévoyez de le faire, et dans ces cas-là, vous expliquez comment vous envisagez la suite. Je reviens peut-être juste sur la pertinence, où tu as parlé de proportionnalité tout à l'heure, Vanessa.
une fois encore, soyez ambitieux, mais réalistes. Ne dites pas tout de suite, je vais faire 100% de mobilité avec tous mes apprenants. Voilà, pour quelqu'un qui débute, je pense que l'évaluateur dit belle ambition, mais voilà, ça sera sans doute pas réalisable. Faites des choses réalistes on le redira peut-être tout à l'heure, hein, cette charte Etche vous permet également d'être évolutif dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez déclarer dans un premier temps ce que vous ambitionnez de faire pour démarrer et puis dire si possible, on démarrera ça et ça plus tard. Donc cette inscription dans la durée est un élément qui peut être pris en termes de qualité. Et bien entendu, n'oubliez pas les 4 grands principes dont on a parlé tout à l'heure qui doivent irriguer toute votre candidature. Alors, on a des questions. On avait une question tout à l'heure. J'ai oublié le prénom. Il me semble que c'était Kevin. Une question, ben voilà, elle est à l'écran. Est-ce que c'est gratuit? Alors, il y a peut-être un double sens à cette question. Est-ce que c'est la charte Etche qui est gratuite ou est-ce que c'est l'accompagnement du 3CA BTP? On va répondre aux 2 questions. La charte Etche, elle est gratuite. Vous n'avez rien à payer. On n'achète pas la charte Etche. Et l'accompagnement du 3CA BTP, à partir du moment où vous avez des filières BTP, il est lui également gratuit. Voilà, Kevin, j'espère qu'on répond à votre question. Alors, on a une deuxième question de Stéphanie, qui est un Greta CFA, enfin qui représente un Greta CFA. Est-ce que je bénéficie de la charte de mon lycée support ou dois-je faire une demande Etche au nom du Greta CFA? À noter que le Greta n'a pas d'identité juridique, pas de sirène, mais un SIRET. Alors là, ce sera une question qui méritera d'obtenir confirmation auprès de l'agence Erasmus. Donc on peut se faire le relais. Stéphanie, vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Parce que de mon expérience et de ce que je sais, les Greta ont potentiellement 2 statuts. Donc je sais que la clé d'entrée pour quand même pouvoir prétendre à obtenir la charte Etche, c'est d'avoir une entité juridique propre. Mais je sais qu'il y a parfois quand même des contextes particuliers. Donc je ne saurais pas vous dire exactement si votre établissement peut déroger donc à cette règle d'être sur une entité juridique propre pour pouvoir prétendre à la charte Etche. Donc ça, on peut le vérifier très, très facilement en sollicitant l'agence Erasmus au préalable. Voilà. Et si d'autres personnes qui assistent à cette émission avaient une question sur leur établissement, effectivement, c'est un point à vérifier avant toute chose. N'hésitez pas à nous contacter. On vous donnera à la fin des coordonnées pour qu'on puisse vérifier avec vous. Vous pouvez le vérifier vous-même si vous êtes déjà dans le cadre de l'éligibilité avant de faire la demande. Tout à fait. Le cadre de mise en œuvre, ça c'est important que vous l'ayez en tête avant qu'on poursuive nos échanges. Une fois que vous aurez... J'affiche tout. Une fois que vous aurez... Hop là, fermez les yeux, elle est détruite. Une fois que vous aurez obtenu votre charte Etche, vous aurez 2 façons, 2 scénarios pour mobiliser ensuite et demander les financements. Premier scénario, première option, à l'échéance de février 2027, vous pouvez déposer une demande de financement directement au nom de votre établissement auprès du programme Erasmus+. Deuxième option, mais qui est cumulable avec la première si vous êtes bien sur des flux, des publics différents, c'est aussi de rejoindre ou de monter un consortium. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos demandes de financement, qu'elles soient à l'échelle de votre établissement ou par l'intermédiaire d'un consortium, se font donc chaque année sur un appel à projet et une deadline fixée. Mais après, vous avez donc plusieurs mois pour utiliser la subvention. Donc potentiellement, à l'échelle d'une même année scolaire, vous pouvez avoir 2 subventions Erasmus mobilisables. Alors, là, un point important, Vanessa, peut-être que certains découvrent. Vous comprendrez bien que la charte Etche, c'est entre guillemets uniquement l'autorisation de pouvoir mobiliser des programmes de mobilité ou autres. La charte Etche, ça n'est pas une demande de financement. Donc, une fois qu'elle est obtenue, et seulement une fois qu'elle est obtenue, vous pouvez
à ce moment-là, faire une demande de financement, et comme l'a dit Vanessa, soit en direct par vous-même, soit par le biais d'un consortium, et on va vous en parler maintenant, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, Vanessa. Juste préciser aussi que là, pas d'inquiétude, la démarche et la procédure pour demander le financement est très light. Comparé, enfin ça n'a rien à voir avec le travail que nécessite la candidature de la charte Etché. Vous êtes vraiment sur une demande factuelle, vous déclarez un volume de bourse souhaité et vous envoyez ça. Il n'y a pas besoin de prévoir un travail rédactionnel quel qu'il soit. C'est vraiment au niveau de la charte Etché que ça se fait. Et après, vous avez vraiment une souplesse aussi pour utiliser la subvention dans le respect des règles d'éligibilité à Erasmus, bien sûr. Voilà, alors je résume en milieu d'émission un tout petit peu. Donc cette charte Etché vous permet d'obtenir des financements pour faire de la mobilité, mais avant donc il faut obtenir cette charte Etché. D'abord bien réfléchir, penser votre projet en amont de l'écriture avec toute l'équipe dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite rédiger cette charte, ensuite la déposer et nous l'espérons pour chacun d'entre vous, réussir, obtenir cette charte. Une fois que vous avez obtenu cette charte, donc soit vous faites la demande de financement auprès de l'agence Erasmus+ en direct, soit vous pouvez passer par un consortium. Et sur ce point-là, le 3CABTP a ses propres consortia. Il a un consortia pour les niveaux 3 et 4, dont on parlait tout à l'heure, enseignement et formation professionnelle, et un consortium pour l'enseignement supérieur, donc qui s'appelle BTP Mobilité Plus, qui est ouvert à tous les établissements qui ont obtenu la charte Etché. Si vous souhaitez passer par notre consortium ou par un autre, il n'y a pas d'obligation à intégrer le consortium du 3CABTP. Vous pouvez même intégrer 2 consortiums maximum, de consortia, je ne sais jamais comment on dit, mais vous pouvez intégrer jusqu'à 2 consortiums maximum. Pour intégrer le consortium du 3CABTP, je vais aller très vite sur les procédures. Il suffit de faire une demande par écrit et on vous recontacte et on vous donnera la formalité. Mais l'intérêt pour vous de passer par un consortium, quel pourrait-il être? Le premier, c'est déjà d'obtenir des financements un peu plus rapidement, ce consortium existant déjà. À partir du moment où vous obtenez la charte, hop, on vous intègre et en quelques semaines, 2 mois maximum, vous pouvez déjà éventuellement obtenir des financements. Outre les financements, vous allez bénéficier d'un comité de suivi qui est organisé régulièrement. C'est Vanessa qui s'en occupe. En 2 mots, Vanessa, c'est quoi ce comité de suivi? De manière chaque trimestre, on se retrouve en visio, ce qui nous permet donc à l'échelle de tous les membres du consortium d'échanger sur les projets en cours, les pratiques, les difficultés rencontrées. C'est aussi l'occasion de partager un certain nombre d'informations d'actualité par rapport au programme Erasmus et de travailler aussi de manière collégiale sur des enjeux qualitatifs, des problématiques qui sont rencontrées par plusieurs établissements. On essaye de mutualiser nos forces. Voilà, exactement. Alors on aime bien, c'est un mot un peu à la mode, mais dont j'aime bien le sens. On est une communauté apprenante et on avance tous dans le même sens au sein de ce consortium. Deuxième élément, vous pourrez bénéficier de toute une équipe Teams avec l'accès à des documents support et à des ressources qui sont d'ordre pédagogique, qui sont d'ordre financier, des éléments de communication, donc tout un ensemble de ressources qui sont mis à votre disposition. Vous pourrez bénéficier également de tout un échange de pratiques donc à travers les comités de suivi, à travers également des séminaires qui sont organisés 2 fois par an par le 3CABTP. Et c'était le dernier point de cette diapositive. Donc l'adhésion à ce consortium du 3CABTP va vous donner accès à non seulement des financements, mais à tout un accompagnement auquel nous tenons particulièrement. Et on a actuellement une vingtaine de membres dans le consortium
Pour l'enseignement supérieur, on a 9 membres. Ah, 9. J'ai été trop ambitieux. Tu parles pour demain. Voilà. Je parlais pour demain. Je me tourne, avant de continuer sur le consortium, on a une autre question. Pour toute mobilité en sup inférieure à 2 mois, la charte Etche est-elle réellement nécessaire? Alors, Vanessa, la réponse est pour toi. La réponse est oui, mais gardez en tête que la charte Etche est nécessaire pour organiser des mobilités qui seront cofinancées par Erasmus+. Vous pouvez bel et bien organiser toutes les mobilités que vous souhaitez selon des modalités différentes sans pour autant mobiliser des financements Erasmus. Nous, là, on circonscrit notre propos aussi au financement Erasmus+. Donc, il est obligatoire pour toute mobilité organisée avec un financement Erasmus d'avoir la charte Etche. Sans vous noyer dans les détails, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, très brièvement, les mobilités dans l'enseignement supérieur pour Erasmus+, c'est 2 mois minimum quand on est sur un format classique. Vous pouvez déroger à cette durée de 2 mois si vous pensez votre mobilité selon des modalités pédagogiques un peu différentes, ce qui vous permet d'avoir une mobilité physique de 5 à 30 jours. C'est ce qu'on appelle la mobilité hybride. Ce n'est pas le propos de rentrer dans le détail à ce stade de nos échanges, mais en tout cas, donc même pour ces mobilités courtes en format hybride, il faut bel et bien la charte Etche si vous voulez mobiliser des financements Erasmus, au demeurant très intéressant. Voilà, c'est ça. Au risque de me répéter un peu en résumé, voilà, si vous faites appel à des fonds Erasmus+, les 2 mois, c'est un minimum et dans certains cas, on peut être en dessous. Mais dans tous les cas, si ce sont des financements Erasmus qui sont demandés, il vous faut la charte Etche. En revanche, si vous organisez des mobilités via d'autres moyens de financement, régionaux, privés, alors là, vous pouvez partir 3 jours si vous voulez. Voilà, c'est comme vous voulez. C'est ça. J'espère que nous aurons répondu à la question. Alors, toujours dans les critères du consortium, du 3CA BTP, et ça rejoint la question qui vient de nous être posée, bien entendu, on s'aligne, nous, sur les critères Erasmus, parce qu'il nous semble pertinent, ce n'est pas uniquement pour se mettre dans les rails d'Erasmus, mais parce qu'il nous semble tout à fait pertinent. Bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, il faut que ce soit des sections qui relèvent du domaine du BTP. Donc là aussi, c'est des choses à vérifier. On privilégie l'envoi d'étudiants en entreprise, de préférence. Parce qu'on a ambitionné dans notre consortium de faire vivre des expériences de mobilité européenne par immersion complète dans le quotidien du travail, de la profession des personnes qui vont partir. Un autre critère qui m'est particulièrement cher, même les 2 suivants, c'est l'établissement d'un contrat pédagogique. Alors il existe un document Erasmus+, qui s'appelle le kit mobilité, dans lequel de toute façon ce contrat est inscrit. Et vous l'aurez compris à demi-mot, dans la charte Etche, de toute façon, vous allez parler de ces contrats pédagogiques qui doivent stipuler, bien entendu, les acquis visés. Il faut que le jeune étudiant qui part à l'étranger sache clairement quels sont les objectifs qui lui sont assignés en termes d'apprentissage et de formation, même si les apprentissages non formels vont compléter l'ensemble de son séjour. Et puis également, un point très important, c'est la reconnaissance des acquis d'apprentissage à l'étranger. Tout jeune qui part avec le consortium du 3CA BTP doit nécessairement bénéficier d'une reconnaissance formelle ou informelle de sa mobilité. Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle les ECTS, qui sont des crédits avec des accords interuniversitaires, mais il existe d'autres façons de reconnaître la mobilité. Ce n'est pas l'objet de notre webinaire aujourd'hui, de notre web TV, pardon. On aura l'occasion éventuellement d'en reparler. Et puis bien entendu, d'avoir la charte Etche, je l'ai dit au début, c'est peut-être même le premier critère. Je rajoute aussi quand même une petite info, puisqu'on nous a déjà parlé argent dans cette émission, ça n'est pas un tabou. L'adhésion au consortium du 3CA BTP peut vous permettre un financement
complémentaire de la branche du BTP. Et même si vous n'avez pas adhéré à notre consortium, vous pouvez quand même bénéficier de ce financement. C'est une petite info, mais je crois qu'on en reparle par la suite. Vanessa, souhaites-tu rajouter quelque chose? Justement, non, si on veut approfondir cette partie, c'est le moment ou jamais, puisqu'effectivement, c'est aussi pour ça que c'était important d'insister sur ces critères qualité, parce qu'ils sont cohérents et effectivement similaires à Erasmus, et ça fait donc du sens et c'est tout à fait logique si vous rejoignez notre consortium. Mais si vous souhaitez solliciter uniquement le financement qui est propre au 3CA BTP, vous pouvez l'obtenir à partir du moment où vous vous engagez dans tous les cas à respecter ces critères qualité. Et donc là, par rapport à la charte ETCHE, soit vous l'avez déjà, soit sinon vous devez vous engager à l'obtenir pour pouvoir donc demander ces financements qui sont vraiment spécifiques au 3CA et qui sont, lorsque vous êtes dans notre consortium, cumulables avec le financement Erasmus. Voilà. Alors, donc ça, c'était non pas un pas de côté, mais on a parlé une fois que vous avez obtenu la charte ETCHE, comment obtenir les financements par le biais du consortium. On va revenir sur notre charte ETCHE et voir dans quelle mesure, effectivement, un accompagnement peut vous être proposé. Donc c'est essentiellement Vanessa qui va piloter cet accompagnement, je la seconderai, mais elle va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Vanessa, comment ça se passe? Eh bien, ce qu'on vous propose pour vous embarquer dans cette belle aventure, c'est donc déjà de vous expliciter, de prendre un temps pour échanger autour de cette trame commentée qui est abondée avec des éléments de langage qui sont spécifiques à nos problématiques dans le BTP, donc pour vous aider au mieux à préparer la candidature et la rédaction à la charte ETCHE. On vous propose ensuite à minima 2 sessions d'atelier écriture, une demi-journée, une journée, en visio, en présentiel. C'est à définir en fonction du nombre de structures qu'on accompagne sur cette session-là, pour vraiment aller dans des particularités, aborder justement les différentes modalités, les activités éligibles à Erasmus, etc. C'est aussi l'occasion d'échanger sur des aspects très opérationnels. On vous propose entre les 2 ateliers ou même au-delà des points individuels, donc par visio, pour là vraiment aller sur des spécificités et échanger sur votre avancement dans la préparation et la rédaction de la candidature. Et on vous met à disposition un certain nombre de documents, de ressources qui vous aident et vous permettent de vous acculturer aussi en même temps à tout l'écosystème d'Erasmus de manière très graduelle et on l'espère le plus fluide possible. Voilà, donc vous l'aurez compris, je ne sais pas si on peut parler d'accompagnement individualisé, en tout cas il est au minimum personnalisé en fonction effectivement du nombre de personnes qui nous solliciteront à l'issue de cette émission. Et puis bien entendu, parce qu'on l'a évoqué déjà dans cette émission, vous ne partez pas forcément tous du même point. Certains ont déjà avancé leur réflexion, d'autres pas. Donc voilà, on aura l'occasion pour les personnes intéressées de voir avec vous, de définir en fait ensemble en fonction de vos besoins. Et Vanessa l'a dit, ça peut se faire à distance. On maîtrise tous maintenant ces outils de communication, de visioconférence, mais ça peut donner lieu aussi à des regroupements en présentiel. Si la nécessité s'en fait ressentir. Ah oui, et c'est très important de le préciser, Pierre. Effectivement, nos conseils se portent aussi bien sur des aspects très techniques de la candidature, mais si effectivement vous avez aussi besoin de support dans la réflexion et l'élaboration de votre stratégie d'internationalisation, on est là aussi pour vous accompagner sur ces aspects-là. Voilà, alors il nous reste 10 minutes pour la fin de cette émission. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que si vous avez des questions, il va être temps de les poser parce que nous arrêterons bien entendu à l'heure prévue. Les émissions s'enchaînent, le plateau doit être libéré dans la foulée. Vanessa, pour continuer sur les étapes et les dates clés à ne pas louper, elles s'affichent à l'écran. Donc vous aurez encore une fois, je le rappelle également, à l'issue de cette web émission, l'accès au replay, un support
enrichi d'informations qu'on a partagées avec vous oralement. Et donc, ça vous permet d'avoir les cartes en main pour vous positionner d'ici mi-avril et nous confirmer le cas échéant que vous souhaitez être accompagné par l'équipe du PIC pour obtenir votre charte ECHE. Alors, cette confirmation de participation, Vanessa, concrètement, comment elle se passe ? On va être très pragmatique par email. C'est simple, vous aurez nos coordonnées à Pierre et moi qui s'affichent en fin de présentation. Donc, un email pour nous expliquer votre besoin et confirmer votre participation. Et s'il y a besoin, avant que vous puissiez confirmer votre participation définitive, d'avoir un temps d'échange en visio, c'est tout à fait possible d'ici à mi-avril de le prévoir également. Voilà. Participation ne vaut pas adhésion immédiate au processus. Vous pouvez très bien nous contacter en nous disant voilà, je suis intéressé, mais je n'ai peut-être pas cerné tout. Voilà où j'en suis. On peut avoir un dialogue, un échange. Et à ce moment-là, vous positionnez très clairement sur la candidature. Ou à ce moment-là, vous dire ça arrive tous les ans. On va y réfléchir et on reviendra plutôt l'année prochaine parce qu'on ne pensait pas que c'était un processus qui était aussi long, j'allais dire compliqué. Non, il n'est pas compliqué, il est engageant. Donc ça, c'est pour la confirmation de participation. Mi-avril 2025, on espère avoir 3, 4, 5, 10 personnes, 10 établissements qui voudront bien se lancer dans l'aventure de la charte ECHE. Deuxième date butoir, Vanessa. On va dire, allez, jusqu'à fin mai, en tout cas, on va essayer de vous proposer, de convenir d'une date, pour un premier atelier écriture qui permettra vraiment là de vous présenter et de répondre à toutes vos questions sur le programme Erasmus, de balayer la candidature, de commencer à poser des premiers éléments de langage pour que vous puissiez derrière poursuivre les travaux de réflexion avec vos collègues. Et après, on vous propose de se retrouver après la rentrée scolaire, donc à l'horizon de fin septembre, début octobre, à voir aussi en fonction de vos agendas respectifs, pour un deuxième atelier écriture, mais qui, encore une fois, peut être aussi jonché de points en visio dans l'intervalle. Ouais. J'insiste quand même sur ce point-là. Voilà, on a mis ces 3 dates. Il ne faut pas s'imaginer que je confirme ma participation, je participe à 2 ateliers et ça y est, ma charte est écrite. Les ateliers d'écriture, ce sont des points d'étape au cours desquels vous allez déjà pouvoir éventuellement échanger entre vous. Ce n'est pas un concours, la charte ECHE, ce n'est pas les 10 meilleurs qui l'emportent. Donc l'entraide et la discussion et l'échange entre vous est parfois tout à fait intéressant. Mais entre ces ateliers d'écriture et avant le premier notamment et après le deuxième, vous avez encore un travail en interne à effectuer, qui apparaît ou qui n'apparaît pas entre les lignes. Et c'est pour ça que je me permets de le préciser ici. Je regarde si on a des questions. Apparemment, pas de questions sur nos écrans. Soit tout le monde est endormi, soit l'intervention était suffisamment efficace pour répondre en tout cas aux premières questions. Pour terminer, je ne sais pas si on aura la diapo sur les ressources. Si on peut, comme ça permet de... Voilà. Alors, notre dernière petite diapo qui apparaît ici. Voilà, l'accès aux ressources. Je vais laisser Vanessa vous commenter cette diapo. Simplement, pour accéder à ces ressources, vous aurez des liens. Ils n'apparaissent pas sur la diapo ici, mais dans le PowerPoint enrichi qui vous sera envoyé suite à l'émission et à votre participation, vous aurez ça. Vanessa ? Oui, donc il y a 3 typologies de ressources qu'on vous encourage à consulter dès maintenant. Le site Mon Projet Erasmus, qui est vraiment le site à destination des porteurs de projets confirmés ou en devenir, pour avoir toutes les informations pratico-pratiques du programme Erasmus+. Je vous mettrai directement le lien vers une nouvelle ressource qui vient d'être publiée par Erasmus et qui vous permet, en répondant à quelques questions, de vous orienter directement vers un panel de ressources qui correspond à votre besoin et à votre configuration. Parce que sinon la plateforme est quand même très dense. Vous avez une page sur laquelle aussi, donc
toujours sur mon projet Erasmus, un Geniali sur lequel vous accédez à tout un tas de ressources qui sont vraiment spécifiques à l'obtention de la charte ECHE et notamment à la version commentée du formulaire par l'agence Erasmus. Et on vous encourage aussi à consulter la plateforme européenne des résultats de projets qui sont financés par le programme Erasmus, parce que là, vous avez des systèmes de filtres pour sélectionner le secteur éducatif, des métiers, aussi des thématiques, des sujets particuliers. Et donc, via ces filtres, vous allez pouvoir consulter des projets qui sont financés par le programme, et ça peut vous inspirer, au-delà de potentiellement aussi trouver des partenaires, ça peut tout simplement vous inspirer pour aborder certaines réflexions. Voilà. Alors, ça n'est pas non plus le sujet de ce webinaire, mais outre les financements dont nous avons parlé tout à l'heure, effectivement, il y aura aussi la recherche de partenaires qui sera nécessaire à l'issue de l'obtention de votre charte ECHE. Mais l'objectif de ce webinaire, il était bien là. Comment obtenir cette charte ECHE? Vous pouvez, je crois que ça fiche à l'écran, hein, nous contacter au numéro de téléphone et aux adresses mail suivantes, soit pour avoir un complément d'information, soit pour nous dire tout de suite, eh bien, je me lance dans l'aventure. Je me tourne une dernière fois vers notre écran. Pas de questions pour le moment. Nous allons clore cette émission. Vanessa, peut-être un dernier conseil avant de fermer l'écran? Lancez-vous. Attendez, on est quand même dans des conditions très confortables en termes de temporalité pour se lancer sereinement, prendre plaisir et voir vraiment, je me permets d'insister là-dessus, hein, sur la dimension structurante et engageante dans laquelle la préparation à l'obtention de la charte ECHE vous met. Ça peut vraiment être l'occasion de s'arrêter sur ces pratiques, voilà, de tester aussi de nouvelles modalités. Donc, lancez-vous. Voilà. Et puis, la mobilité, c'est tellement chouette qu'on ne peut que vous encourager d'obtenir cette charte ECHE. C'est un petit peu de boulot, mais derrière, c'est tellement de belles aventures que ça vaut vraiment le coup de le faire. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Vanessa, merci beaucoup merci pour toutes tes interventions, tes explications. Et puis, bien, nous espérons, Vanessa et moi, retrouver certaines d'entre vous prochainement pour l'accompagnement à l'obtention de cette charte ECHE. Bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir.